Mesdames, Messieurs, nous sommes ravis de vous retrouver sur cette antenne de BNews One. C'est le dossier du jour et nous parlons cet après-midi de la mise en œuvre de la phase opérationnelle. La phase opérationnelle de prolongation de la collecte mutualisée du 4e recensement général de la population et de l'habitat qui est couplé au recensement général de l'agriculture et de l'élevage. Il vous souvient que la phase première du dénombrement principal de ce recensement mutualisé s'est déroulée sur l'ensemble du territoire du 24 avril au 29 mai 2026, conformément à l'arrêté signé le 6 mars dernier par le Premier ministre chef du gouvernement. Face à des défis opérationnels majeurs, les rapports qui remontaient des coordinations nationales, les rapports de situation bien évidemment, ont mis en évidence plusieurs goulots d'étranglement. Entre autres, on a parlé de retards substantiels dans le paiement des allocations des personnels de terrain, notamment les agents recenseurs, les chefs d'équipe et même les contrôleurs. On a parlé aussi de la faible couverture de l'ensemble du territoire national, un déficit notable dans la stratégie de communication et de mobilisation communautaire. On a noté l'insuffisance dans la remontée des données collectées. Évidemment, il y avait une faiblesse dans la coordination et le suivi. Face à tout cela, le gouvernement s'est remobilisé. Il y a eu un ensemble de réunions, dont celle de la semaine dernière, un atelier de cadrage opérationnel, les actions prioritaires à mettre en œuvre, qui s'est déroulé à l'Hôtel Azur à Yaoundé. Il y avait là-dedans tous les acteurs de terrain, les partenaires techniques, les partenaires financiers, les membres du gouvernement, les coordinations nationales de ce recensement. Ensemble, on a discuté, on a échangé avec les journalistes, les communicateurs pour trouver le moyen de repartir et d'avoir les résultats de qualité à la fin. Nous rappelons d'ailleurs qu'à la fin de la semaine, c'est-à-dire que vendredi, il y a eu une autre réunion qui était présidée par le secrétaire général du ministère de l'économie et cette réunion a permis donc de valider tout le travail qui a été fait dans le cadre de l'atelier opérationnel, les actions prioritaires à mettre en œuvre. On a évoqué beaucoup de choses. Et dès ce lundi, il est évident que les agents sur le terrain doivent recommencer le travail de sorte que la collecte des données, le dénombrement puisse se dérouler normalement. Nous parlons de ce sujet cet après-midi et nous allons donner la parole à un acteur de terrain. Il s'agit de Emmanuel Bodo. Il est le chef de l'unité d'exploitation et d'analyse des données pour le recensement général de l'agriculture et de l'élevage. Monsieur Bodo, merci de nous retrouver sur ce plateau de BNews One. Encore une fois, on va s'excuser parce que la première fois vous étiez, malheureusement, on avait eu quelques soucis techniques. Vous êtes là aujourd'hui, bienvenue. Merci monsieur pour l'invitation de la coordination et je vous remercie aussi de m'avoir invité pour pouvoir débattre et même expliquer, informer les Camerounais sur cette prorogation et sur le recensement général. Nous sommes là justement parce que nous voulons avoir la meilleure information. Donc vous avez ces informations-là, vous allez les partager avec nous. Je rappelle, dans le cadre de l'atelier de cadrage opérationnel, des actions prioritaires à mettre en œuvre pour repartir, il avait été constaté des retards substantiels dans le paiement des allocations du personnel de terrain, notamment les agents recenseurs, les chefs d'équipe et contrôleurs, une faible couverture des ménages sur l'ensemble du territoire. On avait parlé du déficit notable dans la stratégie de communication et de sensibilisation du public. Il y avait eu comme limite insuffisance dans la remontée des données collectées, des faiblesses dans la coordination et le suivi. Tous ces facteurs ont donc amené le gouvernement à se mobiliser une fois encore pour que l'opération de collecte puisse s'étendre à nouveau et nous y sommes parce qu'à compter d'aujourd'hui, vous êtes encore sur le terrain. À l'issue de cet atelier, on avait beaucoup parlé du paiement de la dette des agents recenseurs. Et vendredi, nous écoutions encore le coordinateur national, André Baronlodji, qui parlait de cela en disant que tout est fin prêt pour que les quelques personnes qui restent à payer soient payées à partir de ce lundi. Alors vous qui revenez sur le terrain, vous qui êtes sur le terrain, est-ce que la tension est tombée? Est-ce que les gens sont prêts à reprendre le travail comme cela est indiqué? Effectivement, comme cela a été dit lors de la réunion du comité technique, l'une des résolutions était le paiement des arriérés, notamment des arriérés liés à la formation et des arriérés liés à la collecte des données sur le terrain, des frais de subsistance plus précisément. Et à l'issue du travail qui a été fait par nous, les équipes techniques, on a identifié à peu près 1800
80 agents sur les 31 000 que compte, 33 000 que compte le recensement, qui n'avaient effectivement bénéficié d'aucune des ressources. Donc, au fur et à mesure, nos équipes techniques sont en train d'apurer les données depuis la fin de la semaine, depuis le début du week-end. Les paiements sont effectifs pour l'ensemble des 1880 identifiés. Et les problèmes sont gérés, comme je le dis, la plupart du temps au cas par cas, et les paiements sont effectifs à l'heure actuelle. Et ils vont continuer au fur et à mesure pour pouvoir apurer ces aéros auprès des agents et remobiliser, surtout les agents, les remobiliser pour leur permettre de recommencer le travail pour certains. L'atelier de cadrage opérationnel a eu l'avantage d'avoir assemblé un ensemble d'acteurs. Il y avait les représentants de la primature, des ministères de tutelle tels que l'économie, l'agriculture, l'administration territoriale, l'élevage, l'habitat, le développement urbain. Il y avait le MINDEF, la DGSN, il y avait les coordonnateurs nationaux du 4e recensement général de la population et de l'habitat, 4e recensement général de l'agriculture et de l'élevage. Il y avait le directeur des opérations de ISWACA, qui est l'un des financiers. On avait beaucoup de personnes qui sont venues aussi, davantage la presse, parce que la dernière fois on a constaté qu'il n'y a pas eu une forte mobilisation communautaire pour pouvoir vous accueillir vos équipes sur le terrain. Après cette réunion, est-ce qu'il y a eu sur le terrain des rencontres avec les chefs traditionnels, les responsables administratifs, ce qu'on a appelé les comités locaux? Qu'est-ce qui a été fait? Après cette rencontre de la semaine dernière, en fait, ce qui a été conclu comme recommandation, c'est la remobilisation d'abord des comités locaux qui ont à leur tête les sous-préfets et les chefs de 3e degré ainsi que les autorités locales, que ce soit religieuses. Au niveau des arrondissements. Donc il est question pour nous rapidement de tenir encore ces comités et de remobiliser et de mettre à leur disposition tous les moyens pour pouvoir procéder à la sensibilisation au niveau des radios communautaires, faire passer des messages, au niveau même des caravanes, avoir des caravanes pour pouvoir sensibiliser et permettre aux populations de savoir qu'effectivement le recensement est en cours et il est question qu'ils participent et qu'ils accueillent les gens recenseurs pour que le travail soit rapidement fait et que tout le monde puisse être recensé. Donc à l'heure actuelle, le premier travail qui est en cours, c'est d'abord de resensibiliser ces comités locaux, de les remettre, je vais dire, à niveau pour pouvoir permettre la sensibilisation vraiment de proximité. Alors, et les agents recenseurs, qu'est-ce qu'ils font entre-temps? Est-ce qu'ils ont repris le chemin des ménages pour la collecte des informations? Et effectivement, à l'heure actuelle, on a à peu près sur 360 arrondissements, on a effectivement à peu près les 3/4 qui sont sur le terrain et qui travaillent. On a les agents recenseurs qui sont en cours de dénombrement, parce qu'il y a 2 phases. Il y a la phase d'identification, qui devait faire à peu près 14 jours. Il y a la phase de dénombrement proprement dite, qui devait faire 30 jours, sur le terrain. Et une dernière phase qui devait être le ratissage. À l'heure actuelle, dans certaines zones, par exemple la zone que je couvre, les agents recenseurs, la zone de la Léquier, on a par exemple Bachenga, Obala et Lingfomon, où particulièrement je travaille. Dans la zone des Lingfomon, les agents sont pratiquement à la fin des opérations en termes de dénombrement et d'identification. Alors au niveau d'Obala, une bonne partie, à peu près une 50% des zones de dénombrement dans lesquelles les agents travaillent sont en cours de dénombrement et une bonne partie est en train de finaliser la phase d'identification. Au niveau de Bachenga, le dénombrement est effectif. Donc, comme vous pouvez le constater, une bonne partie travaille. Il y a une partie aussi où il y a eu des problématiques d'ordre financier qui ont créé des désagréments, où on doit justement relancer la machine pour pouvoir se mouvoir de nouveau sur le terrain et que le dénombrement lui-même soit effectif. Partons de la phase d'identification. Beaucoup de ménages se sont plaints, indiquant qu'ils n'ont pas été identifiés. On n'a pas vu la marque qu'il y a un agent de recenseur qui est passé et qui donnait rendez-vous pour revenir et collecter les informations effectivement. Qu'est-ce qui est fait pour que le terrain soit quadrillé maintenant? Ce qui est fait dans la procédure du recensement en elle-même, il y a les agents recenseurs, les chefs d'équipe et les contrôleurs et nous les superviseurs au niveau, je veux dire, un peu plus élevé. On a une plateforme qui nous permet de vérifier certaines informations et vu que en termes de couverture, on a un certain nombre de problèmes. Ce qui est demandé à nos chefs d'équipe pour la plupart, c'est de procéder aux vérifications d'usage.
pour être sûr qu'effectivement l'identification a été faite, parce qu'on a un principe dans le recensement, c'est l'exhaustivité. On ne doit laisser personne, aucune exclusion, aucune omission. Donc il est question pour nous de faire cette vérification. Chaque chef d'équipe, chaque contrôleur qui a une zone de contrôle bien précise doit vérifier, doit repasser pour vérifier si tout le monde a été identifié ou pas. Ceux qui n'ont pas été identifiés pour diverses raisons, ça peut être la raison, l'agent recenseur peut-être arrêté de travailler, il est question de reprendre le travail. Dans les cas où on a des refus, parce qu'il y a effectivement des ménages qui n'ont pas été sensibilisés, refusent de se faire identifier et même dénombrer. Une campagne de sensibilisation en cours, et même nous sensibilisons ces ménages-là avec aussi les autorités, notamment les comités locaux. Donc voilà globalement ce qui est fait. Quand on identifie les messages dans les ménages dans lesquels on n'est pas passé, on repart pour procéder à une identification. Donc voilà à peu près globalement ce qui est fait. On essaye de faire aussi un ratissage pour être sûr et certain qu'on n'a oublié personne et on n'a omis personne. Dans ce déploiement qui est à nouveau organisé, voulu par le gouvernement et qui est piloté par un ensemble d'administrations, des entités telles que le BUCREB, telles que le ministère de l'économie et bien d'autres, le ministère des Finances, l'administration, les administrations publiques, il y a au centre du jeu, vous, les hommes de terrain, les acteurs de terrain, et certainement les relais que vous devez avoir ici à Yaoundé, à savoir les coordinations nationales pour la population et l'habitat, pour l'agriculture et l'élevage. La remontée des informations va se passer à quel moment pour que les coordinations au niveau de Yaoundé puissent se rendre compte que le travail sur le terrain est fait? Parce que l'indication donnée par le gouvernement, c'est qu'on doit absolument arriver à ce recensement bien avant les délais impartis. En fait, l'avantage que j'ai, c'est être sur le terrain et en même temps membre de la coordination. Donc, j'ai une triple casquette. Je suis super. Un gros avantage pour vous. Voilà. Donc, ce qui est fait, ce qui a été pensé, ce qui est fait à l'heure actuelle, c'est qu'on a une plateforme de remontée des données. La collecte, elle est numérique. Numérique veut dire que les agents des tablettes ont des smartphones, excusez-moi. Quand ils collectent la donnée, ils transfèrent cette donnée à leur chef d'équipe. Les chefs d'équipe transfèrent la dite donnée aux contrôleurs et les contrôleurs remontent la donnée au niveau du serveur. Donc en temps réel, nous les superviseurs techniques, on a une plateforme, même la coordination, une plateforme qui permet de voir en temps réel l'évolution du travail, un ensemble d'indicateurs, on ne va pas entrer dans les détails, un ensemble d'indicateurs qui permet de voir le taux d'évolution, le rendement des agents sur le terrain et même les données collectées. Et ça nous permet d'avoir une estimation entre ce qui est attendu de nous en termes de population et ce qu'on a déjà fait. Ça nous permet de rectifier le tir et même d'interpeller les agents et les contrôleurs pour leur faire comprendre que les agents peut-être ne travaillent pas comme il le faut ou n'ont pas une progression attendue. Maintenant, au niveau de la coordination, il y a une équipe de veille. Elle se tient, l'équipe de veille composée de l'ensemble des membres de la coordination, des concepteurs de l'opération et qui essaye d'évaluer ces indicateurs en temps réel et bien sûr de trouver des solutions pratiques à toutes les remontées d'informations en termes de problématiques sur le terrain. Bien sûr, on a des superviseurs départementaux, des superviseurs régionaux qui compilent un ensemble d'informations et qui mettent ça à disposition de cette équipe de veille qui est composée des techniciens, des administratifs, des financiers et même des coordonnateurs qui leur permet de prendre des décisions de manière assez rapide pour intervenir, pour pouvoir résoudre les problèmes en temps réel. Parce que, il faut se le dire, c'est une opération qui se passe en quelques temps, c'est-à-dire en un mois, et qui couvre l'ensemble du territoire. Donc les problématiques sont diverses. Et on doit trouver des solutions assez rapidement et des solutions de manière globale. Notre invité cet après-midi, c'est Emmanuel Baudot. Il est superviseur technique. Il est chef de l'unité d'exploitation et d'analyse des données dans le cadre du recensement général de l'agriculture et de l'habitat. Il est sur le terrain. Nous avons l'avantage d'échanger avec lui cet après-midi sur le plateau de Binouzouane. Je voudrais qu'on soit pratique. Après la phase d'identification, lorsque l'agent recenseur revient sur ses pas, retrouve le ménage qui a été identifié, comment il se présente? Comment doit-on le reconnaître et qu'est-ce qu'on doit lui donner comme information? Ok. Après la phase d'identification, quand l'agent a terminé la phase d'identification de sa zone de dénombrement, la zone où il travaille, ce qu'il fait, il fait un ratissage d'abord pour être sûr qu'il n'a oublié personne, il n'a omis personne. Dans le cas, comme je vous l'ai dit tantôt, où il y a eu des refus,
on repasse pour sensibiliser et pour permettre cette identification. Quand il se représente de nouveau, parce que quand il passe la première fois, il fait comprendre au recensé qu'il va avoir un nouveau passage, un premier passage juste pour l'identification, pour prendre certaines informations précises. Et le deuxième passage, ça va être pour le dénombrement, ça veut dire l'administration du questionnaire. Donc il se représente auprès de l'enquêté, il se représente en expliquant, en réexpliquant le but de sa venue, et il déroule l'ensemble du questionnaire auprès du chef de ménage qu'il a identifié préalablement lors de la phase d'identification. Lorsqu'il a terminé d'identifier d'administrer le questionnaire, il peut passer au ménage, à la structure, au ménage suivant, ainsi de suite. Donc il est question pour ces agents de parcourir l'ensemble des variables, je vais dire ça comme ça, l'ensemble des questions qu'il y a dans son smartphone pour ouvrir le répondant. Si à la phase d'identification, il avait trouvé une personne A, à la phase maintenant de collecte de données, il trouve une personne B. Okay. Comment il réagit? Nous, on parle en termes de ménage. Je vais peut-être reformuler votre question. S'il arrive dans la phase d'identification, il trouve dans une structure un seul ménage. Quand il revient dans la même structure, il trouve un deuxième ménage qui est maintenant présent. Si le ménage est censé être résident, il est obligé de faire une nouvelle identification pour ce ménage et maintenant lui administrer le questionnaire de nouveau. Donc quand il trouve un nouveau ménage, il refait son identification et il procède au dénombrement. Parce que ça peut se compliquer s'il a trouvé le chef de ménage la première fois et la deuxième fois qu'il revient, ce n'est plus le même chef de ménage. Du moment où c'est le même ménage, oui. Si le répondant, celui qui était là, n'est plus là, la personne qui est là, qui obtient le ménage, peut répondre à la place du chef de ménage. Du moment où le ménage a été identifié, les répondants, on souhaiterait bien sûr avoir un chef de ménage, mais en son absence, on peut avoir par exemple, si on arrive chez vous, dans votre domicile, vous êtes le chef de ménage, vous n'êtes pas présent lors du second passage. L'agent recenseur, voulant forcément travailler avec le chef de ménage, il va demander à votre femme si vous êtes là ou si vous n'êtes pas là. Si vous n'êtes pas là, est-ce qu'il peut repasser? Si vous lui donnez un rendez-vous, il va repasser en votre présence, bien sûr. Si par contre vous êtes absenté pour peut-être une période d'une semaine, est-ce que la dame, votre femme, peut répondre à votre place comme chef de ménage? Elle le fait et elle répondra à toutes les questions qui sont dans notre questionnaire. En cas de refus catégorique du ménage de se soumettre à cet exercice, qu'est-ce que vous avez prévu? Quelle est l'attitude que doit avoir un agent recenseur? Est-ce qu'on fait recours au chef d'équipe, au superviseur que vous êtes pour convaincre le ménage à s'ouvrir? Justement, dans votre question, il y a déjà la réponse pratiquement. Quand l'agent recenseur est dans un ménage, quand il y a un refus catégorique, l'agent de recenseur n'insiste pas. Il se réfère à son chef d'équipe qui, à son tour, va passer pour sensibiliser le ménage en question. Si, malgré cela, il y a un refus, on va remonter la chaîne au niveau du contrôleur qui va, à son tour, procéder à la même sensibilisation, de même au superviseur. Si, malgré cela, l'enquêté refuse, on fait appel au chef de bloc, au chef de quartier, sachant que ces chefs sont, les garants de la paix dans la communauté. Et si malgré tout il y a un refus, on fait appel aux comités locaux pour pouvoir procéder à une sensibilisation, au plus haut niveau et pour permettre qu'on puisse enquêter le dit ménage. Pendant l'atelier de cadrage opérationnel, il avait été question d'associer véritablement les chefs traditionnels, les comités locaux. Les chefs traditionnels déjà, les chefs dans leur village, chaque chef de village, on proposait même que chaque chef puisse avoir une journée de recensement pour son village. Ça a été une idée, une très bonne idée. Ensuite, maintenant, le comité local pouvait entrer en jeu au niveau de l'arrondissement avec le sous-préfet et sa suite pour permettre de le faire. Est-ce que, pour le moment, vous avez déjà commencé à avoir ces contacts-là afin que les choses vous soient plus faciles sur le terrain, qu'il y ait plus de quoi, que tout le monde puisse s'ouvrir? Effectivement, sur le terrain, il est prévu. Ce qui est prévu, on a resensibilisé nos agents recenseurs. C'est lorsqu'ils procédaient à leur phase de reconnaissance, de travail avec les chefs. Certains chefs, effectivement, n'ont pas été sensibilisés. Donc, c'est pour... Ils ne se sentaient pas associés. Ils ne se sentaient pas associés, ouais. Raison pour laquelle on a ressollicité, la remobilisation du comité local au niveau des sous-préfets
pour pouvoir sensibiliser et associer ces chefs. Et désormais, la mise en œuvre de cette recommandation, elle est effective. Ça veut dire qu'on essaie de sensibiliser nos agents pour pouvoir, effectivement, et même les comités locaux, pour pouvoir justement associer l'ensemble des chefs pour qu'ils puissent nous accompagner dans, dans cette opération qui est assez longue et assez difficile pour nos agents sur le terrain. C'est jusqu'au 31 juin, pas effectivement au 31 juin. On souhaite que toute l'opération soit réalisée avant cette date, de sorte qu'on puisse évaluer ce qui a été fait. Tout le monde est mobilisé pour que cela soit effectivement fait pendant cet espace-temps. Alors, Monsieur Bodo, vous, à votre avis, quel a été le problème majeur? Pourquoi est-ce que les ménages ne coopéraient pas? C'était parce que l'information n'a pas bien circulé, c'était une volonté délibérée de ne pas se soumettre à l'exercice, c'était quoi le problème? Est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, tous ces gens, vous êtes sûr, vous pouvez nous dire ici que vous êtes convaincu que les gens vont davantage s'ouvrir? Bon, je crois que, à mon avis, en tant que technicien étant sur le terrain, l'un des problèmes qu'on a rencontrés dans certaines zones, moi je ne vais pas parler spécifiquement de ma zone, et même aussi de manière globale, hein, c'est un problème de sensibilisation. Certains ménages n'ont pas reçu le message en termes de sensibilisation, de communication, ce qui a fait en sorte qu'ils étaient réticents parce qu'effectivement, la communication devrait atteindre ces ménages, parce que la plupart des ménages, soit au niveau rural, par exemple, n'avaient pas des télévisions, la télévision pour écouter les messages, ou bien alors les messages radio qui ont été passés ou diffusés, ou les interviews qui sont passées sur le recensement, notamment l'arrêté du Premier ministre du gouvernement fixant les dates de recensement et le bien fondé de l'opération, ce qui a entraîné donc ce refus, certains refus, notamment dans certaines zones rurales avec les chefs aussi qui étaient réticents, parce que la cheville ouvrière du recensement sont les agents, c'est vrai, mais pour les problèmes de communication, de sensibilisation de proximité sont les chefs de troisième degré, notamment les chefs de bloc et même les autorités traditionnelles, les autorités religieuses qui nous aident justement dans cette sensibilisation. Mais dans les zones où la sensibilisation s'est bien déroulée, on a des résultats positifs, les gens nous accueillent et nous reçoivent, et ça nous permet de dérouler nos questionnaires et que l'opération se passe assez bien. Mais dans certaines zones où effectivement la sensibilisation la mayonnaise n'a pas totalement prise, on a des cas de refus. Mais comme je vous dis, le mécanisme pour pallier à cela, c'est celui que j'ai déroulé tout à l'heure, à savoir une sensibilisation de proximité avec ces chefs qui sont sensibilisés à travers le comité local, et bien sûr aussi au niveau des médias, comme cette séquence qui va permettre aussi d'édifier et de permettre aux uns aux autres de nous accueillir dans les ménages. C'est une action d'intérêt public. C'est pour le bien de tous les Camerounais. BNews est ouvert pour vous accompagner dans cette opération. Le gouvernement l'a demandé. C'est un service public aussi. On l'a demandé. Il est évident que pendant l'atelier, le professeur Chouamé, qui coordonnait le comité technique, il s'est répandu là-dessus. Il a demandé qu'on associe et les radios communautaires et les grandes chaînes, les grandes télévisions, et qu'on associe tous les médias, ces médias qui vont porter le message du recensement vers les cibles que vous avez. Au sortir de cet atelier, nous avons tendu notre micro à Dr Esther Christelle Eyinga Dimi, qui est chef du département du recensement au Bukreb, qui nous parlait un peu de la manière qu'elle voyait les choses après tout ce qui a été dit, parce que ça a été un échange houleux, 2 jours durant, avec les partenaires techniques, les partenaires financiers, tout le monde était là pour comprendre comment ça se passait. On va demander à la régie de nous faire écouter Dr Esther Christelle Eyinga Dimi. Alors, je voudrais déjà marquer tout mon satisfait au terme de cet atelier de 2 jours, parce que nos objectifs ont été vraiment atteints, et nous avions pour objectif vraiment de voir ce qui n'a pas marché pour la phase pilote, ou alors la première phase du recensement, et d'essayer de recadrer
pour repartir sur une belle lancée. Et donc, au terme de ces 2 jours d'atelier, nous pensons que nos objectifs ont été largement atteints. Nous pensons qu'avec l'assainissement de la situation relative au paiement, nous irons sur une belle lancée, une plus belle lancée, et nous allons remobiliser nos troupes, nous allons instaurer un climat de confiance, et nos enfants, déjà nos agents recenseurs qui sont d'attaque sur le terrain, vont pouvoir nous ramener des données de qualité, les transférer dans le serveur. Côté communication, nous aimerons également que les médias nous accompagnent dans la sensibilisation, parce que si nous réussissons la sensibilisation, c'est le recensement à 50% déjà réussi. Donc nous voudrons rassurer pour dire que nous allons pouvoir mener sereinement les activités de recensement dans un bel élan, dans un nouvel élan, et aussi penser que nous allons, avant la fin de la prorogation, produire des résultats de qualité. Il faut rappeler que le protocole de remontée des données pour la synchronisation et la sécurisation de la remontée des données a été fait pendant cet atelier. Un tableau de bord actualisé de la couverture de collecte avec l'identification précise des zones blanches ou sous-évaluées. Un plan d'urgence de communication finalisé assorti d'un budget et de son chronogramme a été élaboré. On a tenu compte du mécanisme de renforcement de la sauvegarde environnementale et sociale, incluant les procédures de notification en temps réel des incidents. Bref, il y a eu, à la fin de cet atelier, une feuille de route globale de prorogation définissant les responsabilités de chaque acteur pour les semaines à venir. Monsieur Manuel Bodo, vous êtes à Obala, vous êtes dans la Léquier, d'une manière générale, vous êtes dans la Léquier. Vous êtes convaincu que ça va bien se passer? Merci pour la parole donnée. Effectivement, je suis archi convaincu que ça va bien se passer, parce qu'effectivement, on avait besoin de régler ces petits boulots d'étranglement pour galvaniser de nouveau nos jeunes agents recenseurs pour repartir et collecter les données. Notamment les boulots d'étranglement en ce qui concerne notamment la paix, parce qu'on avait ce problème, c'est que certains agents recenseurs n'ayant pas perçu leurs revenus sont démobilisés. Donc le seul fait qu'on trouve des solutions adéquates à leur rémunération, je pense que c'est l'une des choses essentielles pour remobiliser et relancer l'opération. Je pense que réellement, à l'issue de la tenue de ce comité technique national, les recommandations sont fermes et elles sont, adressées spécifiquement aux problèmes qu'on a rencontrés sur le terrain. Et nous pensons que désormais, les choses iront pour le mieux. Revenons sur la journée du travail d'un agent recenseur. C'est quoi? La journée du travail d'un superviseur, c'est quoi? La journée du travail d'un chef d'équipe, c'est quoi? Bon, je vais commencer par la journée du travail d'un agent recenseur. Pour les agents recenseurs, pour la plupart du temps, comme ils ont des zones de contrôle. La zone de contrôle peut être constituée de 1 ou 2 ou plusieurs villages, ça dépend de la densité de la population qui y est. Elle commence bien sûr par des rendez-vous, ça veut dire qu'il passe au niveau des ménages. Si la veille, il a travaillé sur un ensemble de ménages, il recommence sa journée au ménage suivant, structure suivante. Il y va et il commence à administrer son questionnaire. Pendant toute la période, c'est précisé qu'il travaille à partir de du matin, on peut dire 6h ou 8h, c'est plus facile. Parce qu'en zone rurale, il faut se le dire, la plupart des populations vaquent à leurs occupations champêtres. Donc il est question souvent de venir tôt le matin, avant que les populations ne se déploient sur le terrain, au niveau des champs, ou dans l'après-midi. Donc en fonction de cette programmation, en fonction de la situation, en zone rurale ou zone urbaine, les agents recenseurs se déploient tôt le matin, ils arrivent dans les ménages, ils administrent les questionnaires. La journée se termine pour la plupart du temps entre 16 et 18 heures, sauf pour des rendez-vous précis et des ménages effectivement qui vous demandent de passer un peu plus tard. Mais il n'est pas question pour nous de dépasser une certaine heure.
compte tenu des problématiques d'ordre sécuritaire. Travaillant avec les forces de défense et de l'ordre, on essaye de cadrer ces risques-là, ces risques sécuritaires, parce qu'il est question pour nous d'échanger avec eux au niveau des comités locaux, avec les chefs de brigade ou les commissaires des zones pour pouvoir, je vais dire ça comment, sensibiliser sur le fait que les gens se déploient à des heures indues, pour certains, dans certains cas bien précis. Donc, quand l'agent il a terminé sa journée de travail, pendant qu'il travaille, il est question pour lui de collecter les données sur son smartphone et de finaliser la collecte et à la fin de la journée, si possible, rencontrer son chef d'équipe qui, lui, va prendre, disons, faire un débriefing avec l'agent sur la journée de travail, les difficultés rencontrées et bien sûr récupérer ces données à travers son smartphone à lui, faire la vérification d'usage et transférer pour la suite au contrôleur. Le chef d'équipe, quant à lui, ce qu'il fait, il a un ensemble, il a entre 2 et 6 ou 7 agents recenseurs sur lui en fonction de la densité de sa zone d'équipe. Il est censé faire le contrôle, je vais dire ça comme ça, le contrôle de l'effectivité du travail sur le terrain de ses agents, de contrôler la qualité du travail effectué sur le terrain. Ça veut dire si les agents respectent les consignes ou bien les procédures techniques qui ont été édictées lors de la formation, et vérifier aussi l'exhaustivité du travail. Ça veut dire qu'il n'y a pas de doublon, il n'y a pas de problème de refus, et aussi procéder à la sensibilisation le moment venu. Donc c'est ça son rôle, c'est de sillonner et d'évaluer. Et je veux dire d'évaluer le travail fait et d'apporter des solutions pratiques aux problématiques des agents, notamment l'utilisation du smartphone pour des cas précis, pour des petites problématiques de bugs, pour des problématiques de remontée d'informations ou bien des problématiques inhérentes à l'exécution du travail sur le terrain, notamment la sensibilisation et les refus. Il est, comme je vous l'ai dit, à la fin de la journée, il est censé faire le débriefing avec ses agents, le cas échéant, parce qu'effectivement, certaines zones d'équipe sont assez vastes, et à la fin, collecter les informations au niveau de tous ces agents recenseurs de sa zone d'équipe. Quand il a collecté à la fin de la journée ou le lendemain, il peut se mouvoir, ou bien alors le contrôleur peut venir pour aussi collecter les informations à son niveau pour transférer au niveau du serveur. Le contrôleur, quant à lui, il est en charge effectivement d'une sensibilisation un peu plus globale parce qu'il a une zone de contrôle. La zone de contrôle, c'est souvent, la plupart du temps, elle est liée à un arrondissement. Ça veut dire qu'on a à peu près, je vais dire, entre 1 et 2 contrôleurs par arrondissement. Donc on voit que sa zone est assez vaste. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il échantillonne sa zone de contrôle. Ça veut dire qu'il prend un échantillon de zone d'équipe dans laquelle il peut se mouvoir pour vérifier aussi l'effectivité du travail, vérifier les problématiques liées à la qualité des données en elle-même, c'est-à-dire les problématiques d'ordre logistique, notamment les enjeux recenseurs, que les problèmes d'équipement, notamment... si jamais le smartphone tombe en panne. Voilà, le smartphone tombe si en la panne, charge n'est pas conséquente. Si la charge n'est pas conséquente, ça c'est l'aspect d'ordre logistique. Les aspects aussi liés au travail technique, ça veut dire quand il y a une problématique technique, il évalue avec les chefs d'équipe, il donne des nouvelles consignes. Si on a des nouvelles consignes au niveau central, pour une problématique bien précise, parce que pendant l'opération, il peut y avoir des problématiques qui se posent au niveau central, on demande de diffuser ces informations, il est en charge de diffuser et de la mise en œuvre de ces consignes-là de manière technique. Il est aussi là pour vérifier la remontée des données, l'effectivité et même aussi la collecte de toute l'exécution dans sa zone de contrôle. Donc il fait toutes ces vérifications. En même temps aussi, il est là pour la sensibilisation. Il est dans le comité local du recensement pour pouvoir remonter l'information au niveau des autorités pour qu'ils puissent savoir ce qui s'y passe dans sa zone, ce qui se passe dans sa zone. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, à la fin de la journée, il est censé faire des réunions de briefing ou débriefing, le cas échéant, bien sûr, avec ses chefs d'équipe pour collecter l'information, les données qui sont à leur niveau et faire remonter ça au niveau du serveur central. Il a un ensemble d'indicateurs qu'il regarde, notamment les indicateurs liés à la couverture, parce qu'on veut l'exhaustivité pour se rassurer que la couverture, elle est, je vais dire ça comme ça, elle est effective et il y a une exhaustivité totale en termes des données sur le terrain. Donc voilà à peu près le travail du contrôleur. En ce qui concerne le superviseur, quant à lui,
il y a une zone qui couvre soit un arrondissement ou en fonction de la densité, comme je l'ai dit, de l'arrondissement, soit la moitié d'un département, excusez-moi. Moi, par exemple, je couvre 3 arrondissements dans l'allée qui est sur 9. Sur 9. Elle a été subdivisée en 3. On a 3 superviseurs départementaux qui couvrent chacun une localité, 3 arrondissements. Donc, moi, mon travail spécifique, c'est de faire le lien et faire une supervision globale sur les 3 arrondissements. On a à notre disposition une application de suivi. On regarde l'ensemble d'indicateurs liés à la qualité des données sur le terrain et même la couverture. Bon, je ne vais pas m'étendre dessus parce que cette plateforme est comme un tableau de bord. Ça nous permet de vérifier en termes de couverture l'exécution sur le terrain, les zones où il y a des problématiques. Ça nous permet de suivre les agents en temps réel en termes d'identification, en termes de dénombrement. Ça nous permet individuellement de suivre les agents. Ça veut dire quand il a des problèmes de collecte, ça veut dire qu'il il a des doublons, il a des problèmes en termes de qualité de ces données. Notre application nous permet d'identifier ça, de renvoyer cette information au contrôleur qui va renvoyer la même information au chef d'équipe et on pourra interpeller l'agent recenseur. Mais maintenant, nous aussi, on se déploie sur le terrain de manière journalière dans ces zones. Quand il y a un problème pratique, on se déploie sur le terrain pour pouvoir appuyer nos contrôleurs et même aussi on fait des vérifications d'usage technique. Parce qu'on ne peut pas être dans les 3 arrondissements en même temps. Non, ce qu'on fait, on fait des échantillons en termes de zone d'équipe. On y va, on peut rester toute la journée pour faire des vérifications d'usage, vérifier la remontée des données et maintenant vérifier l'effectivité de la qualité des données sur le terrain à travers notre plateforme. Je rappelle que la phase de progression, ça ne veut pas dire qu'on recommence tout à zéro. Il y a un travail qui avait déjà été fait. Il faut simplement recentrer les choses de sorte qu'à la fin de l'opération, qu'on puisse avoir un recensement mutualisé qui est complètement fait. Alors, notre invité Emmanuel Baudot nous apporte des informations sur le terrain, comment on doit se comporter. Qu'est-ce que vous qui animez, vous qui êtes en face des ménages, qu'est-ce que vous attendez des ménages? Bon, globalement, on attend des ménages qu'elles coopèrent avec nous et qu'elles nous donnent l'ensemble des informations sollicitées de notre part. Est-ce que vous leur dites que ce n'est pas un recensement qui a un lien particulier avec la collecte des impôts, des taxes? Parce que, vous savez, dans l'arrière-pays, dès lors que vous parlez de ces choses-là, on commence à vous regarder autrement. Justement, les agents recenseurs sont formés à ça pour faire comprendre aux enquêtés qui n'ont rien à craindre que les informations d'abord sont confidentielles. Ça veut dire qu'elles ne vont pas être, il n'y a pas avoir un usage autre que ce que nous on voudrait qu'elles aient. C'est juste pour avoir un ensemble d'informations, notamment sur la population du Cameroun, et elles sont confidentielles. La base de données ne saurait être mise à disposition d'un tiers avec justement les informations individuelles des personnes. Et de deux, la collecte de données ne sert pas pour la fiscalité ni pour toute autre chose. Uniquement pour avoir une information, je veux dire une photographie du Cameroun à l'heure actuelle. Pour mieux élaborer les politiques publiques, voilà, les plans de développement, etc. La planification, nécessaire, les données nécessaires à la planification et l'élaboration des politiques publiques, notamment au niveau, bien sûr, démographique, de l'habitat, et au niveau de l'agriculture et de l'élevage. Donc, on leur explique ça clairement avant de commencer quoi que ce soit, pour qu'elles puissent comprendre, elles puissent adhérer et répondre de manière, je vais dire ça comme ça, désintéressée, donner les bonnes réponses. Parce qu'il est question de donner les bonnes réponses, parce que l'enquête, elle est déclarative. Il n'y a pas de vérification qu'on fait. Ça veut dire qu'on laisse le soin à l'enquêteur de donner les informations à sa disposition en ce qui concerne son ménage. Elles ne seront pas utilisées à des fins de fiscalité ou autres. Donc, c'est une bonne précision à apporter. Ça renforce le crédit de confiance que vous pouvez avoir vis-à-vis des enquêtés. Je crois bien qu'il faudrait passer par là. Le maire est déjà membre du comité local, tout comme le sous-préfet, les chefs traditionnels. Je suppose aussi que dans cette phase où on va atteindre le plus grand nombre, vous travaillez avec les maires, parce que eux aussi, ils ont un monde à gérer, ils ont des méthodes de pénétrer le village, la communauté, etc. Justement, les maires sont d'autant plus impliqués qu'ils comprennent
l'importance de cette opération, parce que vous savez... Ils sont demandeurs de ces données. Hein. Justement, ils sont tellement demandeurs parce que pour faire plan de développement. Faire des plans de développement, on a besoin d'avoir la population, c'est-à-dire en termes de masse, combien on est. Ça va permettre de faire de la planification stratégique, de mettre en place des politiques publiques. Et l'État a besoin de ça pour faire justement sa planification, mettre en place ses stratégies et bel et bien transférer, que ce soit les ressources, que ce soit les projets et programmes. Ils ont besoin de ça. Donc les maires sont autant sensibilisés et ils sont importants. Eux-mêmes, ils le savent parce que justement, quand on est dans ces comités locaux, ils comprennent l'importance parce qu'effectivement, dans le cadre de leur travail, je vais dire ça comme ça, ils ont besoin d'avoir l'effectif des populations pour eux-mêmes, à travers les crédits qu'ils reçoivent, mettre en œuvre les projets et programmes pour pouvoir, résoudre les problématiques des populations de leur commune. Donc ils sont autant interpellés, ils le savent très bien, ils savent l'importance que le recensement a pour eux, même dans la redistribution des ressources et même dans la mise en place des politiques pour l'État. C'est pour ça qu'eux, ils sont suffisamment interpellés et dans le cadre du comité local, ils ont un intérêt particulier à ce que le recensement se fasse et qu'il se termine et qu'effectivement on ait l'exhaustivité. Ça va leur permettre d'avoir l'information sur le poids de leur commune que ce soit le département ou le territoire de la région ou encore du triangle national. Monsieur Baudou, je vais vous inviter à regarder le coordonnateur national du recensement général de l'agriculture et de l'élevage, André Mbayaranogui, que nous avons approché au sortir de la réunion de la fin de la semaine avec le secrétaire général du ministère de l'économie, parce qu'il fallait restituer tout ce qui a été fait dans le cadre de l'atelier de cadrage opérationnel et valider donc tout ce qui doit être fait pendant cette phase de prorogation. Nous allons le regarder. On peut partir d'ici étant satisfait parce que la quasi-totalité des agents recenseurs sont déjà payés et la portion d'environ 1000 qui reste sera payée au plus tard lundi. Ces dispositions ont été prises, donc il y a de quoi être rassuré que tout le monde sera payé d'ici lundi et que les choses vont reprendre au plus vite. Nous sortons d'ici avec un plan d'intensification et de saturation de la communication. Nous voulons que la population adhère définitivement à l'opération. Il faudrait donc mobiliser à travers une sensibilisation accrue. Il y a les outils de sauvegarde environnementale qui sont concernés également. Et il y a une feuille de route qu'on a mise en route. Cette feuille de route-là, c'est notre tableau de bord. Et là-dedans, il y a plusieurs activités qui nécessitent des moyens. Donc bref, voilà pourquoi cette préoccupation-là a été aussi portée devant les membres du comité technique. Il y a une stratégie de collecte de données dans les zones de crise, stratégie basée sur des estimations à partir des données satellitaires et puis des modélisations qui permettent donc d'avoir des informations fiables. Beaucoup de courage à vous, monsieur le coordonnateur national du recensement général de l'élevage et de l'agriculture et de l'élevage. Beaucoup de courage à vous également, madame Bernardine Barga, secrétaire général du BUCREB, coordonnateur national du recensement général de la population et de l'habitat. C'est du travail, c'est un sujet assez délicat, assez difficile. Il y va de la santé de nos données, des données qui permettent au pouvoir public d'élaborer des politiques publiques, de planifier les programmes de développement, etc. On espère qu'avec tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, toutes les promesses qui ont été faites, vous allez pouvoir conduire cela à bon terme. Alors, Emmanuel Baudou, nous allons bientôt nous séparer. Vivement que les populations s'ouvrent à vous pour que vous ayez à faire tranquillement votre travail, votre mot de fin.
Mon mot de fin, il est à l'endroit des populations. Je demande la coordination à travers ma voix. Demande aux populations d'ouvrir leurs portes à nos agents recenseurs. C'est une opération qui est bonne pour tous les Camerounais, pour nous tous, pour l'État, pour tous les Camerounais et même pour les communes et ainsi de suite. Il est question pour les populations d'accueillir nos agents et donner l'ensemble des informations à leur disposition concernant leur ménage. Le recensement est une affaire de tous les Camerounais et nous tous on est concernés. Il est question pour nous de participer et de contribuer à cette opération qui a lieu, comme ils peuvent le constater, normalement une fois tous les 10 ans. La dernière opération date de 2005 en ce qui concerne le recensement de la population et pour l'agriculture, elle date de 1984. Donc, 40 ans après. Voilà, 40 ans après, participer à une opération pareille, se faire dénombrer, se faire compter et, à mon sens, à moi, pour le sens de la coordination, un acte, je veux dire, patriotique et important, civique aussi. Donc, vraiment que les populations ouvrent les portes à nos agents recenseurs qui sont là pour ça. Et tout, je pense qu'on pourra avoir des données qui nous permettront de, justement, comme vous l'avez dit dans votre propos, nous permettre de nécessaire pour la planification et l'élaboration des politiques publiques et permettre un développement inclusif au niveau du Cameroun. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite à Binous-One. Je l'ai dit au début, bien au milieu de ce programme, les portes de Binous sont ouvertes pour accompagner cette opération voulue par le gouvernement. C'est cela aussi rendre un service public à Binous-One. Donc revenez-nous, que ce soit des données que vous avez sur le terrain, des images des agents recenseurs qui vont vers les populations, ça peut permettre de déclencher un ensemble de choses qu'on n'aurait pas pu imaginer. Par exemple, qu'on ait un taux de refus moins élevé que la dernière fois. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du dossier Le Jour consacrée donc au recensement mutualisé qui a repris avec la phase de prorogation. Il est question qu'on rattrape ce qui n'a pas été fait dans la première partie et le message est à vous, ménages, populations. Ouvrons-nous aux agents recenseurs afin qu'ils puissent avoir des données fiables, les remonter au niveau des autorités publiques afin qu'on puisse planifier, élaborer des politiques publiques qui peuvent servir à tout le monde. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Binous-One.